Donc, on va dresser un bilan de la mutation financière. Alors, de manière assez simple, puisqu'on va d'abord distinguer ce qui pourrait être les avantages, ce qui pourrait être les inconvénients de cette transformation des systèmes financiers depuis une trentaine d'années. D'accord. Donc il y a avantages, inconvénients, de manière très standard. Et puis on va d'abord présenter les éléments théoriques, puis on va essayer de voir comment bien les évidences empiriques, les observations, valident ou pas nos éléments théoriques. Ok. Donc c'est parti. Alors quels pourraient être les avantages de la mutation financière? Alors effectivement c'est parti, mais je vais rester sur cette diapo qui est très générale puisque c'est à vous de me donner, à vous de répondre. Quels seraient les avantages de la mutation financière? Et après, bien, éventuellement je compléterai. Mais d'après vous, qu'est-ce qu'on attend de cette transformation? Oui, je vous écoute. D'accord, vous vous en sortez bien, vous ne dites pas grand-chose, mais vous répondez quand même à la question. Non, soyez plus précis, vous me dites, eh bien, cette transformation du système financier a permis de s'adapter au nouveau contexte. Bon. Soyez plus précis, qu'est-ce qu'on attend de la libéralisation des systèmes financiers? D'accord, alors vous me répondez une meilleure gestion de l'information. Oui, notamment. Via le progrès technique. Ok, très bien. Ça peut être un avantage. On va essayer de voir empiriquement plus tard si ça a bien été le cas. Mais il y a des choses plus évidentes encore. Donc avec les nouveaux produits dérivés notamment, les innovations financières, il y a un meilleur partage des risques. Oui, ça c'est plutôt... là c'est dit précisément. Quoi d'autre? Une meilleure allocation des ressources. Effectivement, c'est bien de repartir de ce qu'on a vu il y a plusieurs semaines, les fonctions du système financier, et on peut prendre chacune des fonctions en disant cette fonction elle s'est améliorée, c'est ce que vous êtes en train de faire. L'allocation des ressources, voilà, ça s'est amélioré, le partage des risques, ça s'est amélioré, la diffusion des informations, ça s'est amélioré, mais là vous me reprenez l'ensemble de ce qu'on a vu, des fonctions du système financier en me disant que ça s'est amélioré. Mais donc, pour quelle raison ça a pu s'améliorer? Alors je vous mets un peu sur la piste. Qu'est-ce qu'on a dit de cette mutation financière? Elle se caractérise par un certain nombre d'éléments, notamment une libéralisation du secteur. D'accord, ça c'était un élément fort. On a libéralisé. Alors ça ne veut pas dire qu'on a supprimé toutes les réglementations, je vous l'ai dit, on a supprimé un certain nombre de réglementations, mais on a aussi introduit de nouvelles réglementations. Mais dans l'ensemble, on a eu une libéralisation du secteur. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend d'une libéralisation du secteur financier, généralement? C'est le cas pour tous les secteurs. Quand on libéralise, c'est parce qu'on espère deux choses. Que ce soit le secteur de la téléphonie mobile, que ce soit le secteur ferroviaire, que ce soit le secteur financier, quand on libéralise, en tout cas les partisans de la libéralisation avancent des éléments assez standards. Lesquels? Voilà, favoriser la concurrence. Et c'est parce qu'on va favoriser la concurrence qu'on espère que ça va créer une émulation entre les différents acteurs qui permettra, en l'occurrence, on a dit une meilleure allocation des ressources. D'accord? Donc, ce qu'on souhaite, c'est favoriser la concurrence. Et cette concurrence, elle va avoir pour effet, c'est pour ça qu'on a décloisonné, cette concurrence va avoir pour effet, on l'espère, de réduire les coûts. Et donc de faciliter l'allocation d'épargne. Il y a une réduction des coûts. Elle va permettre également, cette concurrence, on l'espère, elle va inciter les entreprises à innover. C'est quand les entreprises sont en situation de monopole,
ou d'oligopoles, elles ont peu d'intérêt à innover. Si c'est plus concurrentiel, on s'attend à ce qu'il y ait de l'innovation. Et donc, la création de nouveaux outils, et là je reprendrai ce que vous me disiez tout à l'heure, mais c'était partiel, c'était correct, mais partiel. Parce qu'il y a cette innovation financière, on va créer de nouveaux outils, notamment des outils qui vont aider à améliorer le transfert de risques, la gestion des risques. D'accord ? Mais ça transite bien par un premier canal qui est celui de la concurrence. On va favoriser la concurrence entre les acteurs via la déréglementation, je le rappelle, via le décloisonnement des activités. Donc ça, c'est un premier effet attendu. D'accord. Et puis on a dit, il y a d'autres éléments clés dans cette mutation financière. Un autre élément clé, en plus de la libéralisation, c'est la globalisation. La globalisation, mondialisation des activités. Cette globalisation, elle est liée pour beaucoup au progrès technologique, qui facilite la diffusion des informations, qui facilite l'interconnexion des marchés. Eh bien, cette globalisation, elle va permettre, mais c'est un autre canal, vous le voyez bien, elle va permettre une meilleure allocation des risques, une plus grande diversification notamment. Vous voyez bien l'idée, s'il est moins coûteux d'acheter des titres à l'étranger parce que les moyens techniques rendent cela donc plus facile, moins coûteux, eh bien on s'attend à ce qu'il y ait une plus grande diversification, donc des portefeuilles qui se rapprochent de ce que la théorie financière propose. D'accord ? Tout ce que je viens de dire là, vous l'aviez en tête, c'est des choses que vous savez. Ce qu'il faut maintenant, c'est bien les articuler, pas aller trop vite dans vos réponses. D'accord ? Essayez de bien voir le cheminement. Alors, la diapositive là derrière moi résume cette idée. Donc, on a davantage de produits, un plus large éventail de produits, donc une meilleure allocation des ressources. On a une diminution des coûts de transaction, un décloisonnement des activités, une intégration croissante des marchés. Tout cela se traduit, vous l'avez dit tout à l'heure sans prononcer le terme, vous avez parlé d'une amélioration de l'information. Et quand on parle d'information, en économie financière, il y a un concept qui doit être immédiatement dans votre esprit, c'est ce concept d'efficience. On va donc améliorer l'efficience informationnelle des marchés. Et puis l'essor des produits dérivés, vous l'avez dit, facilite la gestion des risques. Donc ça, c'est pour les avantages. Alors voyons, je l'ai dit, on fonctionne en deux temps. Avantages, inconvénients, première façon d'articuler les choses, et puis théorique, empirique. Donc voyons ce qu'il en est maintenant de ces avantages, et voyons si on a eu les gains espérés. Alors, pour ce qui est de la meilleure diversification, alors ici vous avez quelques données qui sont tirées de l'ouvrage Économie internationale de Krugman-Opsfeld, donc sur les actifs étrangers détenus par les résidents américains. Je vous donnerai tout à l'heure des chiffres pour la France, mais commentons d'abord ces chiffres pour les États-Unis. En 70, donc avant cette mutation financière, la part des actifs étrangers dans le stock de capital des résidents US était de 6%. En gros, 6% du patrimoine des Américains, des résidents, était composé d'actifs étrangers. Eh bien, on est passé de 6% en 70 à presque 50% à la fin des années 2000, donc au terme de la mutation financière. Donc, une progression tout à fait significative, une progression très importante. On peut aussi voir les choses un peu à l'inverse.
en s'interrogeant sur la part des actifs étrangers détenus par des non-résidents. La part des actifs américains, excusez-moi, détenus par des non-résidents. D'accord, c'est l'approche un peu inverse. Hein. On avait le point de vue des résidents américains, là on a le point de vue des non-résidents. Eh bien, les étrangers, les non-résidents, détenaient 4% du stock de capital US en 70, ils détiennent 57% du stock du capital US en 2008. Là encore, une très très forte progression. Donc oui, la mutation financière, pour le coup, a eu pour effet une internationalisation des portefeuilles, une globalisation des portefeuilles, ce qui, du point de vue de la théorie financière, se traduit donc par une meilleure diversification. Alors, je n'ai pas les mêmes données pour la France, mais il y a d'autres données intéressantes en France. La Banque de France publie très régulièrement, tous les ans, la part du capital des actions du CAC 40 détenues par des non-résidents. Eh bien, depuis une dizaine d'années maintenant, on est autour de 40-50%. 40-50% du capital des entreprises du CAC 40 est détenu par des étrangers. Ça, c'est pour le marché action. D'accord ? Sur le marché de la dette publique, c'est plus de la moitié. Plus de la moitié de la dette publique française est détenue par des étrangers. C'est un ordre de grandeur important, surtout lorsqu'on parlera des crises de dette souveraine. Vous savez que les crises de dette souveraine, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Un élément important, c'est de savoir qui détient cette dette souveraine. Est-ce que ce sont les résidents ou des étrangers ? C'est évidemment plus facile à gérer une crise de dette souveraine quand c'est les résidents qui détiennent la dette que lorsque ce sont des étrangers. On a différentes cas de figure dans le monde. On sait par exemple qu'au Japon, la dette publique est principalement détenue par des résidents. C'est beaucoup moins vrai évidemment aux États-Unis par exemple. Donc, ça pose et voilà. C'est pour ça que c'est important d'avoir ces genres de grandeur. C'est pas, ces chiffres-là sont des éléments clés pour un certain nombre de problématiques liées aux crises. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, au fond, là, je viens de dire qu'il y a eu une forte progression à l'international, une meilleure diversification des actifs. Mais est-elle totale, cette diversification ? Est-elle optimale, au sens de la théorie financière ? Eh bien, un moyen d'en juger, c'est de réfléchir de la manière suivante. Si on doit avoir une diversification telle que le préconise la théorie financière moderne, à savoir... vous avez fait le cours de finance de marché, à savoir détenir un portefeuille de marché qui soit le plus diversifié possible. Et donc, dans ce portefeuille de marché, vous n'avez pas un ou deux titres, mais vous avez un grand nombre de titres, pas que des actions de grandes compagnies, mais aussi quelques actions de small cap, d'ailleurs pas que des actions domestiques, mais également des actions étrangères, et puis pas que des actions tout court, il faut aussi un peu de titres de dette, voire des titres liés au marché des commodities. Enfin, l'idée de diversification, elle est très, très, très générale. On en a déjà parlé. Donc, dans cette idée-là, et pour le coup, en se tenant en revenant sur le cas des États-Unis, combien les résidents américains devraient détenir d'actifs américains ? Eh bien, dans la mesure où le capital américain, ça pèse 20% du capital mondial, ça signifie que les résidents américains, dans leur portefeuille, devraient détenir 20% d'actifs US et 80% d'actifs étrangers. Dans ce cas-là, alors ce n'est pas une préconisation que je fais, je dis juste que dans ce cas-là, on aurait effectivement un portefeuille complètement diversifié. On voit qu'on en est loin. On est un peu à mi-chemin presque. Pour la France, on peut avoir le même raisonnement. En francs, le capital, pour la France, c'est 5% du capital mondial à peu près. Ça signifie qu'on devrait avoir dans nos portefeuilles uniquement 5% d'actifs français. Le reste devrait être composé
par des actifs du reste du monde. On est évidemment très très loin de cette diversification optimale. Conclusion d'étape, hein, il y a une bien meilleure diversification. La globalisation financière se traduit effectivement dans les chiffres. Pour autant, cette diversification n'est pas totale. Ou dit autrement, il y a encore ce qu'on appelle un biais domestique fort. Le biais domestique, c'est cette préférence qu'ont les investisseurs pour des actifs avec lesquels ils ont une certaine familiarité. Il y a d'ailleurs pas mal d'articles aujourd'hui, d'études, qui portent sur cette idée de biais domestique et qui abordent ce sujet via l'angle de la finance comportementale. Je vous ai dit qu'on consacrera 1 ou 2 séances à la fin du semestre sur ces nouvelles approches en termes de finance comportementale. Alors, on essaie d'expliquer pourquoi les gens sont si attachés aux actifs domestiques, alors qu'ils pourraient diversifier en achetant des actifs étrangers. On aura l'occasion d'y revenir. Okay. Mais retenez ce terme de biais domestique qui est très présent donc, dans les portefeuilles. Voilà ce qu'on peut dire sur la diversification. Alors, ici, vous avez, c'est des données qui sont reprises d'un papier de Lane et Milesi Ferretti qui sont remis à jour régulièrement. Vous avez pour plusieurs pays l'évolution des avoirs et des engagements à l'égard du reste du monde. Je vous donne ces chiffres-là, mais l'idée n'est pas différente de celle qu'on vient de développer. Deuxième point, alors ce graphique là il n'est pas commenté mais je vais le faire bien sûr avec vous. Deuxième point, on a avancé l'idée selon laquelle il y a une meilleure efficience des marchés. Alors quand on a parlé d'efficience des marchés, on faisait référence au contenu informationnel, mais on peut voir l'efficience des marchés également sous l'angle de l'absence d'opportunité d'arbitrage. Vous savez que c'est aussi une présentation qui est faite régulièrement. Alors, on dit qu'un marché est efficient s'il n'y a pas d'opportunité d'arbitrage. Cette idée d'absence d'opportunité d'arbitrage, elle est clé en finance, puisqu'elle sert de base, c'est vraiment la clé de voûte des modèles d'évaluation d'actifs. Lorsque vous faites de l'évaluation de produits dérivés, vous faites cette hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage notamment. Vous l'avez aussi abordé dans les cours de finance internationale, l'hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage, c'est ce qui vous permet d'établir la parité des taux d'intérêt, c'est ce qui vous permet d'avoir les cours croisés, c'est une idée forte. Okay. Mais on vous a souvent répété qu'il y avait très peu d'arbitrage, très peu, sur les marchés financiers, et même, je dirais presque de moins en moins, avec une idée théorique qui est très forte, qui est très puissante. Vous savez que lorsqu'on repère un arbitrage, on a tout intérêt à essayer d'en tirer parti, puisque un arbitrage, c'est un gain sans risque, et pour en tirer parti, on va devoir mettre en œuvre des opérations qui vont avoir pour effet, incidemment, de corriger l'arbitrage. D'accord ? Cette idée, vous l'avez bien en tête. Donc, ça explique bien pourquoi on a très peu, d'arbitrage sur les marchés financiers. Cette idée-là, elle a été très populaire parce que c'est une idée très puissante dans les années 80, 90, 2000. Depuis, elle est un petit peu remise en cause. Alors, tout le monde reconnaît qu'il y a très peu d'arbitrage sur les marchés financiers, mais il y en a encore. Et il y a des arbitrages persistants. Il y a beaucoup d'études qui révèlent finalement qu'on a beaucoup d'arbitrages sur lesquels on n'a pas de prise. J'aurai aussi l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Ce sont des travaux, là encore, inspirés de la finance comportementale et qui montrent que dans certaines configurations, on n'est pas en mesure d'arbitrer. Alors là, je donne un exemple qui n'est pas un exemple d'arbitrage pur, mais qui montre qu'effectivement, dans certaines périodes de tension, on peut avoir des décalages de prix très importants. Okay, donc là, ce n'est pas tout à fait de l'arbitrage, mais c'est dans ces idées-là. Ici, on représente le différentiel d'intérêt entre le taux à 3 mois en dollars à Londres
et le taux à 3 mois aux États-Unis. Donc, c'est censé être très très proche. On ne devrait pas avoir d'écart trop important entre ces deux références. Un taux à 3 mois en dollars à Londres et aux États-Unis, on s'attend à ce qu'ils soient très très proches. Alors, ce ne sont pas des bases exactement identiques, donc c'est pour ça qu'on ne parle pas à proprement parler, on ne parle pas d'arbitrage, mais on devrait avoir un lien très très fort. Et d'ailleurs, sur toute la période 90-2007, on a très très peu de différence entre les deux taux. Très très peu. Ce qui accréditait l'idée selon laquelle la globalisation financière permettait d'avoir un ajustement des prix. Ici, c'est un taux d'intérêt, mais la logique est la même, un ajustement des prix avec quelque chose d'assez uniforme au niveau mondial. Et puis, on a eu la crise de 2008 et on s'est aperçu à ce moment-là, évidemment, qu'il peut y avoir des chocs importants qui créent des déséquilibres. On voit que l'écart est très fort, 100 points de base d'écart entre les taux à Londres et aux États-Unis. Bien, vous imaginez pourquoi, avec le recul, on sait que c'est lié évidemment au risque de solvabilité des banques américaines. Donc ça crée un écart très très important. La globalisation financière, même si elle a conduit, et c'est la conclusion d'étape ici, si elle a conduit certainement à ce qu'il y ait moins d'arbitrage encore sur les marchés financiers, elle n'a pas complètement anéanti tout écart de prix. Il y a encore des spécificités nationales. Les actifs ne sont pas parfaitement homogènes. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais parlé, on présentait souvent dans les années 80-90 la globalisation financière comme une triple unité, unité de temps, unité de lieu, unité de produit. Cette unité de produit, elle n'est pas totale. Il n'y a pas uniformité entre nos placements, même dans un cas, si je prends le taux d'intérêt à 3 mois en dollars, je prends le cas d'un actif extrêmement liquide. Même dans ce cas-là, on voit que c'est pas parfaitement homogène. De nouveau, vous voyez bien, la conclusion c'est oui, certainement des progrès, une amélioration, là, donc mais pas totale non plus, on reste. En l'occurrence, ici, on reste sur des écarts importants. Ok. Alors cette diapo aurait dû arriver un peu plus tôt. C'est le stock de capital détenu par les non-résidents en France sur une dizaine d'années. Je vous disais, on est autour de 50%. C'est le chiffre que je donnais tout à l'heure. Donc je passe, on l'a déjà vu. D'autres statistiques sur cette part des étrangers dans le capital. Excusez-moi, je me rends compte que les diapos ne sont pas toutes dans l'ordre. C'est pas grave, je reviens un petit peu en arrière. Donc on a parlé de la France. Pourquoi ces données, j'ai voulu vous présenter ces données au niveau européen, pour montrer qu'il y a effectivement des différences très fortes entre les pays. Avec des pays plus ou moins internationalisés. Bon, je ne commande pas plus. Alors, une autre façon d'aborder la globalisation financière et de la tester empiriquement consiste à essayer de voir ce lien entre l'épargne et l'investissement au niveau macro, avec un test très célèbre qu'on appelle, qui est dû à deux auteurs, Feldstein et Horioka. Donc c'est un papier qui initialement remonte aux années 80 et qui propose de mesurer le degré d'ouverture, d'une certaine manière, des pays en regardant le lien qu'il peut y avoir entre l'épargne domestique et l'investissement domestique. Alors là, je fais appel à vos connaissances en macroéconomie, des connaissances de base. En macro, en économie fermée, l'épargne doit être égale à l'investissement. Donc en économie fermée, on n'a que d'épargne domestique, que d'investissement domestique, et les deux doivent s'équilibrer. On a
on a ce résultat, cette égalité comptable qui est bien connue. Mais en économie ouverte, on peut avoir des différences entre l'épargne domestique, l'investissement domestique. On peut avoir un excès, une épargne excédentaire qui va se placer à l'étranger. Tout ça est parfaitement possible en économie ouverte. Et donc le test de Feldsteiner-Yoka, qui est un test vraiment connu dans la littérature, consiste à mesurer cet écart. Donc vous avez ici le taux d'épargne et d'investissement, donc rapporté au PIB, pour une vingtaine de pays, en moyenne sur la période 90-2011. On voit qu'il y a un nuage de points, mais que ce nuage de points suit quand même une tendance positive, c'est une droite des moines carrés. Alors, comment ça s'interprète ici dans notre contexte ? Eh bien, si on avait des pays qui sont alignés vraiment sur la première bissectrice, en fait, ça signifierait que l'épargne d'un pays A peine à s'investir dans un pays B. Un pays B, pas un pays B. Okay. À l'inverse, si on est loin de cette première bissectrice, cela signifie que la globalisation financière est en œuvre et qu'elle permet des transferts entre les pays. Tout à l'heure, on l'a dit, on a parlé d'une meilleure allocation du capital. Donc, je regarde cette allocation du capital d'un point de vue macro, et donc la globalisation financière, elle a dû permettre à des pays avec des excédents d'épargne de s'investir à l'étranger. On va prendre quelques pays, si vous voulez, pour illustrer la situation. Prenons le cas des États-Unis. Alors, le taux d'épargne aux États-Unis est assez proche, mais supérieur quand même, au taux d'investissement. Quand je prends que l'épargne domestique. À l'inverse, en Norvège, on a un taux d'investissement de plus de 30% pour un taux d'épargne de moins de 25%. Donc on a des pays qui se situent à l'équilibre et d'autres qui sont plus décalés. Plus on est décalé, plus ça signifie qu'on est ouvert sur les marchés de capitaux étrangers. Les États-Unis, au fond, mais ça, vous l'avez certainement abordé au cours d'économie internationale, les États-Unis ne sont pas une économie très ouverte. Beaucoup moins que la Norvège, que la Belgique, que la Suisse, par exemple. Donc, en économie internationale, l'indicateur clé, c'est le degré d'ouverture, on le mesure par la part des imports et des exports sur le PIB. En finance internationale, on va davantage apprécier ce degré d'ouverture au marché de capitaux étrangers par l'écart qu'il peut y avoir entre l'épargne et l'investissement rapporté au PIB. Donc, évidemment, ici, là encore, on a un bilan assez mesuré, plus mesuré même encore que précédemment, puisque on voit que si les pays ne sont pas tous alignés sur la première bissectrice, ils n'en sont pas très loin quand même. Donc, on a... J'y pense. Pour le dire autrement, cette même idée a été appliquée, et ça permet de bien comprendre, a été appliquée aux États-Unis entre les États américains. On applique la même chose, mais au lieu d'avoir des pays, on a les États américains. Et on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit pour le coup que les États américains ne se situent pas du tout sur la première bissectrice.
il y a un marché, enfin, l'épargne d'investissement aux États-Unis, au sein des États-Unis, vous comprenez bien, hein, on a des transferts qui sont très importants. Si le taux d'épargne est plus élevé dans certains États, et si le taux d'investissement est plus ou moins élevé dans d'autres États, tout ça se compense très très bien. Les transferts se font très simplement. Donc ça donne une bonne image de ce que serait finalement, de ce que serait la situation s'il y avait une totale liberté de circulation des capitaux. Et donc on est loin de cette situation-là. D'autres études ont été menées sur les régions européennes, pareil, hein, on considère que les régions européennes, on est à un degré moindre que les États-Unis. De manière moins théorique, pour le coup, de manière beaucoup plus descriptive, on peut aussi s'interroger sur les fusions et acquisitions internationales. Avec le développement des marchés de capitaux, avec la globalisation financière, on devrait avoir des fusions et acquisitions qui sont plus importantes au niveau international. Alors, on a une tendance à la hausse, qui est assez marquée, mais qui est surtout cyclique. Ce cycle-là, il correspond, le pic des fusions et acquisitions internationales, il correspond à la bulle Internet. Donc, c'est difficile de porter un jugement définitif. Il y a certes une tendance haussière, mais qui est marquée par un cycle très important, une saisonnalité, je dirais presque, très importante. Il y a encore relativement peu de fusions et acquisitions internationales. On s'attendait à ce qu'il y en ait beaucoup plus. Prenons par exemple le cas des banques en Europe. Les banques en Europe, alors que le marché au sein de l'Europe est quand même très ouvert, les banques en Europe restent essentiellement des banques domestiques. Pour la téléphonie mobile, c'est vrai également. Les opérateurs, ils sont encore vraiment domestiques. Or, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait davantage d'opérations de fusion-acquisition. Oui. Alors, bien sûr que l'augmentation des fusions et des acquisitions, toutes choses égales par ailleurs, diminue la concurrence. Mais toutes choses égales par ailleurs, là je ne dis rien des nouvelles entrées. Si c'est compensé par l'entrée de nouveaux acteurs, le niveau de concurrence n'est pas modifié. Donc, j'aborde pas ce point de la politique de la concurrence, mais vous voyez bien, il faudrait d'autres informations pour évoquer l'effet sur la concurrence, qui n'est pas l'objet ici. Il y a beaucoup de fusions-acquisitions, la question n'est pas là, qu'il y en ait beaucoup ou pas d'ailleurs, la question n'est pas là. C'est les fusions-acquisitions internationales qui m'intéressent. Et ça, il y en a très peu. Les fusions-acquisitions, ça reste entre des groupes domestiques. Peut-être que vous pensiez à la fusion Alstom-Siemens. Effectivement, on avait là, pour le coup, c'est très rare, une fusion-acquisition transnationale. Bon, pour des raisons de concurrence, elle n'a pas été validée, effectivement. Sur les flux d'investissement direct étrangers, là aussi, la tendance est plutôt à la hausse, même si, encore une fois, on a surtout un cycle très marqué. Donc une volatilité très forte d'une année sur l'autre. Donc difficile de tirer un bilan sur l'allocation du capital au niveau international. On a aboli l'essentiel des freins au mouvement de capitaux. Donc les capitaux circulent très librement. Pour autant,
pour autant, on n'a pas vraiment, difficile de conclure à une meilleure allocation du capital, à des transferts d'un pays à l'autre, que ce soit en regardant des données très macro, agrégées, donc sur le taux d'épargne et le taux d'investissement. D'accord. Le taux d'épargne, le taux d'investissement domestique reste très proche dans beaucoup de pays, ou alors que ce soit en regardant des données micro sur la valeur, le nombre de fusions et acquisitions internationales. Il y a peu d'éléments vraiment qui vont dans le sens d'une plus grande internationalisation de ce type d'opération. Donc ça, c'était pour la globalisation. Pour ce qui est de la concurrence, donc là encore, on a supprimé un certain nombre de règles, de contraintes administratives. Est-ce que ça s'est traduit par plus de concurrence? Et est-ce que cette concurrence s'est traduite par une baisse des tarifs? Alors, si vous regardez sur les marchés financiers, il y a effectivement eu une baisse des coûts de transaction. Les coûts de transaction pour passer un ordre de bourse ont très fortement diminué sur toute la période. Mais est-ce que c'est lié à la concurrence? Peut-être, mais c'est surtout lié au progrès technique. Parce que c'est plus facile aujourd'hui de passer, grâce à Internet, aujourd'hui c'est très facile de passer un ordre en bourse. Donc c'est vraiment ce facteur qui a conduit à une baisse des coûts de transaction. Ça c'est pour les marchés de capitaux. Pour ce qui est des banques, est-ce qu'il y a une baisse des tarifs bancaires? Alors, j'aimerais vous donner des chiffres et vous dire, bien, les tarifs bancaires ont diminué, ils étaient de, X euros dans les années 80, ils sont aujourd'hui de Y. Bon. Sauf que c'est extrêmement difficile à faire, personne n'est en mesure de vous donner un chiffre. Pourquoi? Parce que les tarifs bancaires sont très difficiles à définir et donc à mesurer. Je n'ai pas un chiffre qui résumerait le coût des tarifs bancaires et qui permettrait de voir une évolution et donc de voir si ça baisse ou pas. Donc dans cette diapo, je vous ai listé certains éléments qui participent à la définition des tarifs bancaires. Donc il faut prendre en compte les abonnements, les frais sur les cartes de crédit, les frais quand vous retirez de l'argent au distributeur, les frais liés au virement, les frais liés au mandat de prélèvement, les commissions d'intervention en cas par exemple en cas de découvert, ou alors des commissions d'intervention lorsque vous devez, changer de l'argent, de la monnaie locale en devise. Bon, tout cela est à prendre en compte. Avoir un indicateur synthétique sur les tarifs bancaires, malheureusement, c'est extrêmement compliqué en pratique. Alors, il ne suffit pas juste de faire cette observation, il s'agit aussi d'essayer de comprendre pourquoi c'est si compliqué. C'est si compliqué parce que justement, les banques jouent de cette complexité. C'est de bonne guerre. Les banques font en sorte d'avoir une présentation de leurs frais qui soit difficilement appréciable pour le consommateur, qui va donc avoir du mal à comparer les offres. Des associations de consommateurs, des ONG, régulièrement, essayent de proposer des comparatifs entre les banques, justement pour favoriser la concurrence et faciliter le choix des consommateurs. Ça reste toujours très compliqué. Pour remédier à ce problème, le gouvernement a décidé de mettre en place une plateforme, en France notamment, avec un comparateur en ligne. Ça se fait pour les hôtels. Vous avez plein de comparateurs en ligne pour les hôtels, vous avez plein de comparateurs en ligne pour plein de choses d'ailleurs. Le gouvernement a mis en place un comparateur en ligne des tarifs bancaires. Donc je donne ici la référence, tarifbancaire.gouv.fr, de manière
à faciliter le choix des consommateurs. Avec l'idée qu'il y a une très faible mobilité. Le taux de mobilité, ça on peut le mesurer. Le taux de mobilité est d'environ 4%. Comment on mesure ce taux de mobilité? Comment ça se lit, ce 4%? Eh bien, 4% des titulaires de comptes en banque en France changent de banque dans l'année. C'est comme ça qu'on mesure le taux de mobilité. C'est très très peu. C'est très très peu. On peut calculer un taux de mobilité dans d'autres secteurs, pour d'autres services. Il est double. Et pour quelle raison il y a un tel frein à la mobilité? Eh bien, parce que il y a deux raisons principales. Parce que c'est lourd administrativement de changer de banque, et parce que vous avez peu d'informations. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a mis en place ce portail pour faciliter l'information. Mais ça reste toujours assez contraignant de devoir changer de banque. Les économistes ont donc proposé de favoriser ce qu'on appelle la portabilité du compte bancaire. L'idée est empruntée à ce qui s'est fait dans la téléphonie mobile. Et je trouve vraiment l'exemple intéressant. Dans la téléphonie mobile, petite parenthèse pour revenir sur ce cas, on a également assisté à de profondes mutations. C'est souvent un exemple que je donne pour que vous vous rendiez compte à quel point ça a été une révolution. Il y a encore 20 ans, peut-être un peu plus, 20-25 ans, le secteur des télécommunications en France, ça relevait de la puissance publique, c'était un ministère des PTT, ministère des Postes et des Télécommunications. Donc, c'était même pas une entreprise publique, c'était une administration. D'accord ? Donc, une révolution s'est opérée puisqu'on a libéralisé le secteur, les tarifs étaient réglementés, c'est devenu un marché concurrentiel. Et quel a été l'effet de la libéralisation du secteur des télécoms? Ça a été baisse des coûts et innovation, ce qu'on attend généralement de la libéralisation d'un secteur. Donc on a bien eu ces deux effets-là qui sont patents dans le cadre des télécoms. Dans le cas de la finance, c'est beaucoup moins clair. La baisse des coûts, le caractère innovant, ça on l'a eu, mais la baisse des coûts, c'est beaucoup moins patent. Mais rapidement, on s'est rendu compte que le marché des télécoms fonctionnait comme un oligopole. Pourquoi? Parce qu'il y a des barrières à l'entrée très fortes. Parce qu'il y a des coûts d'infrastructure. Et pour pallier ce problème de faible mobilité, on a mis en place la portabilité du numéro. Et je pense que j'en parle parce que c'est quelque chose que vous connaissez. Vous savez qu'il est très facile de changer d'opérateur parce qu'il vous suffit de changer, d'envoyer un courrier. Vous conservez votre numéro de téléphone. Avant, on perdait son numéro de téléphone quand on changeait d'opérateur et vous comprenez que c'est un frein très fort. Parce qu'on n'a pas envie, personne n'a envie de reconstituer toutes ces listes ou je ne sais quoi. Ok ? J'insiste un petit peu, mais je trouve que le parallèle est intéressant. Donc l'idée, c'est de faire la même chose pour les comptes bancaires. C'est gênant dans les comptes bancaires parce que je dois, après, communiquer mon nouveau RIB. Vous savez, on a un numéro d'identification, le RIB. Mon RIB, mon IBAN, ça dépend. Je dois le communiquer à tout, à mon salaire, à l'entreprise qui verse mon salaire, et puis pour tous mes abonnements. Donc c'est très compliqué. Ce serait beaucoup plus simple si mon numéro ne changeait pas quand j'étais transféré d'une banque à l'autre. Techniquement, on ne voit pas pourquoi ce ne serait pas possible de conserver un numéro unique qui n'est pas lié à la banque, mais qui est lié au client. Ce n'est pas encore le cas. Ça viendra peut-être. En tout cas, régulièrement, il y a des demandes qui sont faites en ce sens. Ce qui a quand même progressé, c'est qu'aujourd'hui, si vous devez changer de banque, c'est la banque, et ça c'est assez nouveau, ça fait 1 ou 2 ans, c'est la banque qui doit se charger de procéder à toutes les démarches administratives. Donc c'est la banque qui va contacter votre employeur pour changer le RIB. Donc c'est pris en charge maintenant par les banques, ces démarches-là, pour faciliter un petit peu la mobilité. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment important ce point-là. Il ne suffit pas de supprimer les règles, de décloisonner les marchés pour augmenter la concurrence. On l'a vu, ça a très peu d'impact sur la concurrence de fait.
On a beaucoup de banques en France, hein, et le secteur est libéralisé. Et pourtant, on a une très faible concurrence. D'accord ? Je reprends. Hein. La concurrence, elle ne se mesure pas simplement par le nombre d'acteurs. C'est évidemment un élément important, mais ce n'est pas suffisant. Nécessaire, mais pas suffisant. Il faut qu'en plus, il y ait de la mobilité entre ces acteurs, ce qui n'est pas le cas dans le cas des banques. Je reprends. La libéralisation financière, on s'attendait à ce que ça conduise à plus de concurrence et donc à une baisse des tarifs. Eh bien, là, sur ce point, on peut être assez déçu. La libéralisation financière n'a pas conduit vraiment à plus de concurrence de fait. Il y a très peu de mobilité. Et la baisse des tarifs, bon, elle est difficile à apprécier, mais elle n'est pas évidente. Hein. Elle n'est pas évidente. Donc voilà pour les avantages. Donc des avantages qu'on peut considérer comme modestes. C'est vraiment difficile de les évaluer et on aimerait quantifier tout cela un peu mieux. Ça reste quand même assez subjectif, assez vague, mais ce qu'on peut dire qualitativement, c'est que les avantages sont assez modestes. Une plus grande diversification, certes, mais pour le reste, pas grand-chose. Alors, du côté des inconvénients maintenant, ce qu'on craint, c'est que la libéralisation financière ait conduit à une instabilité accrue du système financier. On peut craindre aussi que le décloisonnement ait conduit donc à une résurgence du phénomène des bulles spéculatives. Ça, c'est lié à l'interconnexion des marchés. Si on décloisonne, évidemment, le risque de système est plus important. Les effets de contagion sont plus importants. C'est une idée assez intuitive. Voyons en pratique ce qu'il en est. Alors, il y a cette base de données qui est très connue, hein, une base de données du FMI qui est régulièrement mise à jour sur le nombre de pays en crise bancaire. Là, ce sont des crises bancaires systémiques. Eh bien, on n'a pas les années 60, hein, mais dans les années 60-70, il y a très peu de crises. 50 même, 60, 70, très peu de crises. Ça augmente dans les années 70, c'est très fort dans les années 90, et c'est de nouveau très fort dans les années 2010. De fait, et ça, c'est très objectif, la mutation financière coïncide avec une augmentation de la fréquence des crises bancaires. Alors, on ne peut pas remettre cette observation en cause. Maintenant, bien sûr, on peut discuter de la causalité. Est-ce que c'est vraiment la libéralisation financière qui a conduit à ces crises ? Bon, évidemment, sur ce point-là, il peut y avoir débat. C'est peut-être le contexte économique, peut-être la mondialisation économique, la montée en puissance, je ne sais pas moi, de la Chine, qui a conduit à plus de crises et qui, en même temps, a poussé à la libéralisation. On peut très bien défendre cette idée. Ce graphique ne suffit pas à dire qu'il y a une causalité de la libéralisation financière vers les crises. Mais malgré tout, cette coïncidence, elle est frappante et elle doit nous interroger. Donc, une augmentation des crises bancaires systémiques. Sur les effets de contagion, je vous ai dit, si on décloisonne, il peut y avoir des effets de contagion plus importants. Alors ici, j'ai représenté les indices boursiers de 5 pays, Royaume-Uni, États-Unis, France, Allemagne, Japon. Je ne vous apprends pas grand-chose en vous disant que les cycles boursiers sont extrêmement corrélés
d'un pays à l'autre. En tout cas, pour ce qui est des pays occidentaux, des pays développés. J'ai une très forte corrélation entre les marchés. Donc, si j'ai une bulle qui se forme dans un pays, je dois m'attendre à ce que cette bulle se propage à tous les autres pays. C'est plus risqué. Par ailleurs, on a beaucoup parlé de la diversification tout à l'heure. On a des portefeuilles plus diversifiés, mais au sens où on a plus d'actifs étrangers. Mais dans le même temps, la globalisation financière, elle a conduit à une augmentation des corrélations. Et donc, de ce fait, les gains liés à la diversification ont diminué. Je crois qu'il faut bien avoir en tête ce double effet. Il y a un effet positif de la globalisation financière avec la possibilité d'investir plus facilement à l'étranger, mais dans le même temps, l'intérêt qu'on a à investir à l'étranger a diminué puisque les corrélations ont augmenté. Si j'ai une corrélation de 1 pour 1, ce qui n'est pas le cas, une corrélation de 100% entre les actifs américains et les actifs français, que je détienne des actifs américains ou français, ça ne change rien, vous comprenez l'idée, hein. Ça ne change plus rien. Donc les gains en termes de diversification ont diminué. Alors pour ce qui est des corrélations, ici, je vous donne ces données, ces figures-là. C'est sur la mesure des corrélations. Alors ici on a les indices, excusez-moi je reviens en arrière, ici on a les corrélations. Donc c'est les mêmes données, sauf que j'ai mesuré les corrélations sur 10 ans en glissement. Donc c'est des données mensuelles, j'ai des données mensuelles. Chaque mois, je me décale pour calculer la corrélation sur les 10 dernières années. D'accord ? Bien, ça fait apparaître, c'est qu'on ne voyait pas dans le précédent graphique, que cette corrélation, elle augmente. Elle augmente. Donc là, c'est la corrélation entre la France et le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne et le Japon. Mais à chaque fois, je prends comme référence la France. Il faut bien en prendre un, donc je prends celui-ci. Évidemment, vous remarquerez, vous ne serez pas surpris, la corrélation avec l'Allemagne est très forte. Ensuite, avec le Royaume-Uni, les États-Unis, et puis le Japon vient en dernier. Ce qui doit vous faire dire qu'il vaut mieux diversifier en achetant des actifs japonais qu'en achetant des actifs allemands. Parce que le gain en termes de diversification est plus fort. Donc la hiérarchie, elle est évidente. Elle est évidente, elle ne surprendra personne. Les montants, en revanche, le niveau des corrélations est extrêmement fort. Sur la période récente, on est à plus de 90% de corrélation sur des rentabilités mensuelles entre la France et l'Allemagne. Donc, pourquoi on a cette corrélation ? Est-ce que c'est vraiment des effets de contagion ? Pas sûr. Ici, ce ne sont pas tellement des effets de contagion, d'ailleurs. Ce sont plus une interdépendance. La conjoncture économique, je ne parle pas de la conjoncture boursière, là, mais la conjoncture économique en Allemagne et en France est sensiblement la même. Et donc, il n'est pas anormal que ça se traduise au niveau des marchés boursiers également. Et là encore, j'évoque tout un champ de la littérature. Il y a énormément de travaux, notamment au FMI, sur ce que ça signifie que cette augmentation des corrélations. Est-ce que ça signifie des contagions plus fortes ? Est-ce que ça signifie juste une interdépendance plus importante des pays les uns par rapport aux autres ? Le débat n'est pas tranché. Il y a beaucoup d'articles sur ces questions-là. Il est aussi intéressant d'essayer de revenir avec un historique plus long. Là, j'ai des données que depuis les années 70, mais si je prends uniquement la France et les États-Unis, j'ai des données beaucoup plus longues. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a des collègues qui ont reconstruit l'indice CAC 40 sur 150 ans. Le travail n'a pas été fait pour tous les pays, ça a été fait en France, ça a été fait aux États-Unis, ça a peut-être été fait au Royaume-Uni. Il y a très peu de pays pour lesquels on a des indices boursiers sur très longue période. Mais on l'a pour la France et les États-Unis. Donc à partir de ces données, j'ai reconstitué les corrélations. Et là, on a quelque chose d'assez frappant. Alors, ce sont des données, cette fois-ci, annuelles, et c'est un glissement toujours sur 10 ans. Est-ce que ce sont des données annuelles ou mensuelles ?
J'ai un doute, je ne me souviens plus si j'ai retenu. Non, je crois que c'était des données mensuelles. Hein. Donc c'est vraiment la même chose que précédemment. Données mensuelles avec une corrélation calculée en glissement sur 120 points, donc sur 10 ans. Okay. Et là, c'est intéressant d'observer que les niveaux sont élevés aujourd'hui. Hein. On est autour, pour les États-Unis, autour de 50-60%. Mais, historiquement, ils ont déjà été à des niveaux très élevés, et notamment, bien dans les années 30. Dans les années 30, au moment de la grande crise des années 30. D'accord ? Donc, la situation aujourd'hui est assez exceptionnelle, mais je trouve encore plus remarquable d'observer que dans les années 90, on était à des niveaux qui étaient, au fond, ceux qu'on connaissait déjà dans les années 20. Alors même que les progrès techniques étaient bien moins importants, évidemment. Ah, on avait, dans les années 90-2000, on a Internet. Dans les années 20, on a tout juste le téléphone. Enfin. Et du coup, cette mise en perspective, je la trouve intéressante. Hein. Il n'y a pas qu'un effet du progrès technique hein, dans cette mesure des corrélations. Voilà. Donc ce décloisonnement favorise les interdépendances et potentiellement les contagions. Ça, c'est un premier inconvénient. Autre inconvénient, on a parlé de l'essor des marchés dérivés tout à l'heure en disant que ça facilitait les transferts de risques, c'est très bien, mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dans les faits, on assiste surtout à une concentration des risques individuels. Alors, je ne la mentionne pas sur la diapo, mais les données sont des données assez connues hein, de la Banque mondiale sur les positions des grandes banques sur les marchés de produits dérivés et régulièrement, quelle que soit la mesure adoptée, hein, on peut discuter un peu des mesures, ce que je ne ferai pas ici, mais on constate qu'il y a une extrême concentration de l'activité sur les marchés dérivés. Les 10-20 plus grandes banques au monde réalisent l'essentiel des transactions sur les marchés dérivés. Donc d'un côté, on se dit que les produits dérivés améliorent le partage des risques, et de l'autre, on s'aperçoit qu'en fait, on a une plus grande concentration des risques au sein d'une dizaine, quinzaine de grandes banques au niveau mondial. Et ça, évidemment, c'est un phénomène que l'on redoute parce que c'est générateur de risques systémiques. Alors, ce discours, on le tenait régulièrement déjà dans les années 90-2000, hein, et puis il y a eu la catastrophe de Lehman Brothers, où là, le risque s'est vraiment matérialisé. La faillite de Lehman Brothers était un acteur important sur le marché dérivé. Si elle a été aussi grave, si elle a eu des répercussions aussi dévastatrices, c'est parce que justement Lehman Brothers était au cœur de ce système. Or depuis, et vous l'avez certainement abordé dans le cours en économie bancaire, on a développé des mesures de systémicité des banques. On essaie d'identifier aujourd'hui les banques systémiques. Il y a des rapports qui sont faits régulièrement. On identifie en Europe une quinzaine de banques systémiques. Rien qu'en Europe, et peut-être une trentaine en tout dans le monde. Et comment on les identifie ? Eh bien, en fonction de leurs activités, de leur taille. Évidemment, la taille, ça compte. Le type d'activité, ça compte. Le degré d'internationalisation, ça compte également. Voilà. Des travaux, depuis la crise, depuis 5-6 ans, beaucoup de travaux sur comment on identifie et comment on mesure le degré de systémicité d'une banque. Ces travaux-là n'existaient pas il y a 10 ans encore. Donc on a une concentration des risques individuels au sein de ces grandes banques. Et puis, avec le développement de ces nouveaux produits, et avec le développement donc, du transfert des risques, eh bien on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de mal à suivre les risques. On a un problème dans la traçabilité des risques. Je donne un exemple ici, je trouvais que l'approche était jolie. Alors, Haldane, c'était le chief économique de la Banque d'Angleterre.
il a publié cet article où justement il insiste sur ces idées clés. Hein, c'est le titre du papier, complexité, concentration et contagion. La contagion, elle naît de la complexité, elle naît de la concentration. Lorsqu'on est dans un marché interconnecté, eh bien, on est davantage sensible aux risques systémiques. Cette idée n'est pas neuve, au fond, on la redécouvre aujourd'hui, mais elle n'est pas neuve. C'est cette idée qu'on avait dans les années 30 aux États-Unis, lorsqu'on met en place le Glass-Steagall Act. Si on organise ce cloisonnement, c'est qu'on sait que, sans cela, on prête le flanc aux effets de contagion. Je disais juste à l'instant, le problème de la traçabilité des risques, j'espère qu'il a été compris par tous. À mesure que les outils de transfert des risques sont plus importants et de plus en plus sophistiqués, les banques elles-mêmes ignorent véritablement les risques qu'elles supportent. Ça a été un des éléments essentiels, là encore, de la crise financière de 2008. Les banques avaient énormément de difficultés à apprécier leur propre niveau de risque et a fortiori le niveau de risque de leur contrepartie. Et donc, plus récemment, dans l'American Economic Review, un papier très, très bien fait, notamment d'Aaron Acemoglu, qui est professeur à Harvard, un papier vraiment important qui montre, finalement, dans un modèle, des choses assez standards, enfin assez intuitives, mais qui ont le mérite, ici, d'être clairement exposées. Donc, l'idée est la suivante. Donc, dans ce papier, on montre que, les effets, ils ne sont pas linéaires. Si on a des petits chocs, alors avoir un marché interdépendant, c'est plutôt une bonne chose, puisque ça va permettre d'amortir les chocs. L'idée est assez simple, au fond. Quand vous avez des petits chocs, il faut favoriser l'interdépendance, parce que sinon, je l'ai dit, je me répète, pour amortir les chocs, vous voyez bien l'idée. Revenons sur ce principe de titrisation, si vous voulez comprendre ce premier pan. Revenons sur l'idée de titrisation. La titrisation était vue comme un moyen d'amortir les chocs. Une banque qui supporte un peu moins le risque de crédit est plus solide. C'est la même idée ici. Donc, dans un premier temps, s'il y a des petits chocs, une banque qui a des liens avec d'autres banques, notamment via des opérations de titrisation par exemple, cette banque, chacune des banques est plus solide. Prenons le cas des États-Unis. On a des banques régionales. Si vous avez un choc asymétrique dans une région avec que des banques régionales qui ne sont pas interconnectées, vous avez une faillite bancaire. Si en revanche les banques sont interconnectées, il y a un amortissement des chocs qui se fait et donc le système gagne en stabilité. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que lorsque les chocs deviennent importants, au contraire, l'interconnexion va avoir un effet négatif. Je reprends mon idée des États-Unis. Un petit choc sans interconnexion, une banque fait faillite. Avec interconnexion, la banque ne fait pas faillite. Maintenant, si c'est un gros choc, l'effet, il est à l'inverse. Avec interconnexion, on a une banque qui fait faillite, tant pis, et l'État peut venir renflouer cette banque éventuellement. En revanche, s'il y a interconnexion et qu'il y a un grand choc, toutes les banques font faillite. Donc, l'idée du modèle est assez simple, mais encore une fois, elle n'avait jamais été posée bien, explicitement, et elle permet de comprendre, finalement, comment dans le temps, notre vision des avantages et des inconvénients de la globalisation financière
conduit à apprécier le risque systémique. La conclusion est... Alors c'est une conclusion d'économiste, vous savez, hein, quand on demande un avis à un économiste, il vous répond « ça dépend ». Bon, c'est un peu la conclusion de ces auteurs, mais pour autant c'est intéressant et subtil. Hein. Donc un même facteur peut contribuer à la résilience dans certaines conditions et au contraire à une augmentation du risque systémique dans d'autres. Donc c'est l'idée que l'effet n'est pas linéaire, il n'est pas univoque. Okay. Donc un papier important. Alors, toujours un papier d'Aldan, publié dans Nature, c'est la fameuse revue scientifique Nature, qui publie peu d'articles en économie. Donc, quand il y a un article économique qui est publié dans cette revue, c'est assez remarquable. Aldan, qui mesure le degré de concentration aux États-Unis sur longue période. Et en rouge, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez l'abolition du Glass-Steagall Act, dont on a parlé. Hein. D'accord, je ne reviens pas dessus, on a parlé. Et la crainte d'Aldan, c'est de dire, eh bien, l'abolition du Glass-Steagall Act s'est fait à un moment où on avait une pression, c'est pour ça que le Glass-Steagall Act a été aboli, hein, il y avait une pression du secteur bancaire américain qui se consolidait et ça a renforcé hein, cette concentration du système financier américain. Alors comment on mesure ici la concentration? C'est le total actif des 3 plus grandes banques en pourcentage du total actif de toutes les banques. Donc les 3 plus grandes banques américaines, dans les années 90, ça représentait 10% des actifs bancaires aux États-Unis. 10 ans après, 20 ans après, ça représentait 40%. Les 3 plus grandes banques pesaient 40% de l'actif total du secteur bancaire aux États-Unis. Donc cette augmentation de la concentration, évidemment, qui est liée à la mutation financière et source d'instabilité. Je n'ai pas prononcé le terme jusqu'à présent, mais j'espère que vous l'aviez en tête, c'est le fameux principe du too big to fail. Si on a plus de concentration, le problème du too big to fail, le problème de l'aléa moral, il se pose de manière plus prégnante. Je ne reviendrai pas hein, sur la théorie du prêteur en dernier ressort, c'est juste que vous avez déjà vu. Hein. Too big to fail, c'est juste que vous avez déjà vu. Je vous ai donné des chiffres pour les États-Unis. En France, alors c'est des chiffres de 2014, on pourrait réactualiser, ça n'a pas tellement changé hein, depuis 2014. La part, alors la CPA ne veut pas diffuser de noms hein, pour des soucis de confidentialité, mais on les reconnaît les banques, hein, on les connaît. Donc la part, comment ça se lit hein, c'est les parts de marché cumulées. Donc là vous avez la plus grande banque en France, je vous laisse deviner de quelle banque il s'agit. Cette banque représente 20% du total des actifs bancaires en France. Les 2 premières représentent 40%. Les 3 premières, près de 60%. Le marché est encore plus concentré en France qu'aux États-Unis. Ce qui n'est pas anormal, puisque, évidemment, c'est un plus petit marché. Hein, en Belgique, il est aussi très concentré. D'accord ? Plus le pays est petit et plus la concentration est importante. Ça se comprend bien. Si vous prenez les 5 plus grands groupes bancaires, ça représente, en France, hein, les 5 plus grands groupes bancaires, ça représente 80% du total des actifs bancaires. Donc on se moque de savoir qu'il y a 300 banques en France, hein, il y a à peu près 300 banques en France, puisque les 5 premières représentent 80% du marché. Donc il y a plusieurs mesures, mais elles concordent toutes. Hein. Là on prend la part dans l'actif total, mais on peut prendre la part des crédits, on peut prendre le pourcentage de clients, enfin, toutes ces mesures-là concordent et montrent non seulement une forte concentration, mais une concentration qui augmente d'année en année. Avec la crise d'ailleurs, cette crise qui est révélateur de ce problème du too big to fail, avec la crise, la concentration a encore augmenté, puisque qui dit crise dit faillite, et une faillite, c'est un acteur en moins. Vous aviez auparavant 5 grandes banques d'affaires à Wall Street, vous n'en avez plus que 3, parce que 2 ont fait faillite. D'accord ? Donc la crise a pour effet de renforcer la concentration. Donc, un meilleur transfert des risques, c'est souvent, on peut le résumer comme ça, un meilleur transfert des risques, et donc une
peut-être une baisse des risques au niveau individuel, mais en contrepartie, une augmentation du risque systémique. Et puis, avec la sophistication des produits, on a aussi une augmentation des risques extrêmes. C'est lié, mais c'est une réflexion un peu différente. Augmentation du risque extrême via l'introduction de nouvelles stratégies. Les marchés dérivés permettent aujourd'hui, lorsqu'on vend des options deep out of money, donc très en dehors de la monnaie, eh bien, on a des gains. Vous comprenez ce problème de risque extrême, le péso-risque, vous l'avez déjà vu ou pas? Ce qu'on appelle le péso-risque. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je m'arrête 2 secondes, je reprends. Vous imaginez, j'ai un gérant de portefeuille. Et j'ai aucune contrainte. Les gérants de portefeuille sont soumis à des contraintes, mais là, pour l'exemple, je considère que je n'en ai pas. Je vais mettre en place la stratégie suivante, qui consiste à vendre des options très en dehors de la monnaie. Qu'est-ce qui se passe? Comme je vends des options, je collecte des primes. Et puis, si je prends des options qui sont très en dehors de la monnaie, j'ai très peu de chances que ces options soient exercées. D'accord? Je les prends vraiment très très en dehors de la monnaie. Eh bien, mois après mois, je vais dégager un profit. Je vais accumuler des primes d'un côté, et puisque les options ne sont pas exercées, je suis tranquille, je n'ai jamais à payer quoi que ce soit. Cette stratégie-là, elle peut très bien fonctionner. Plusieurs mois, voire plusieurs années. Je vais avoir des rentrées d'argent très régulières, et je vais avoir, si on trace mon profil de gain, on va avoir un profil de gain très régulier. Et si j'utilise des mesures de risque traditionnelles que vous avez vues dans les cours de finance de marché, eh bien, j'aurai une performance extraordinaire, puisqu'il y a un gain très stable et positif. Et on va considérer que ma stratégie, elle est sans risque, puisque ça va très peu varier d'un mois sur l'autre. Je vends des options régulièrement, j'ai très peu de volatilité. Donc on va considérer que cette stratégie-là, elle est très peu risquée, si on prend les indicateurs de mesure de risque habituels. Mais vous avez bien compris que c'est tout le contraire qui se passe. J'ai bien sûr une stratégie très risquée, parce que si il y a une catastrophe, eh bien, les options deep out of the money vont être exercées, et je vais devoir, évidemment, dédommager ma contrepartie. Et ça va me coûter extrêmement cher, de fait, puisqu'il s'agit d'options deep out of the money, donc avec un écart entre le prix d'exercice et le prix courant important. Okay. Donc c'est bien une stratégie extrêmement risquée que j'ai là, et qui en apparence a toutes les caractéristiques d'une stratégie non risquée. J'avais un graphique, bon je ne l'ai pas là, je le montrerai plus tard. J'avais un graphique où justement on quantifie un peu ces effets-là. Donc c'est ce qu'on appelle le risque de Bézoum. Et ça, c'est lié donc aux innovations financières qui permettent plus facilement d'avoir ce type de stratégie. Autre inconvénient, je l'ai dit, mais j'ai essayé maintenant de le quantifier, de le décrire un peu mieux. L'innovation, elle se traduit par une augmentation de la sophistication. Et cette sophistication, elle va de pair avec une plus grande opacité. Et cette opacité, elle conduit à davantage de malversations. Il y a de plus en plus de fraudes, d'arnaques. Ça, on le mesure bien à la SEC, à l'AMF. On voit bien que c'est de plus en plus difficile à gérer. Donc cette complexité en soi, elle augmente les risques. Cette complexité, on a un papier dans le Journal of Finance de Simsek et Caballero, cette complexité, elle va créer des externalités négatives. Puisque
Les banques qui sont les plus averses vont être évincées du marché. Bon, je vous laisse regarder le papier. C'est bientôt l'heure de la pause. Je voulais juste mentionner donc des indicateurs de complexité, c'est évidemment difficile à apprécier quantitativement. Donc là, je vais vous donner un certain nombre d'éléments, mais évidemment, mesurer la complexité d'un système, ça ne va pas de soi. Le système financier il est plus complexe, mais la régulation financière elle-même est plus complexe. Ici, l'idée m'a été donnée dans un papier d'un collègue de la London School of Economics qui est VIG. Ils ont sorti donc récemment, le papier n'est toujours pas publié, mais un document de travail à la Banque Centrale Européenne, à la BCE, où justement pour rendre compte de cette complexité, ils mettent en avant le nombre de pages. C'est une façon, je trouvais, astucieuse de rendre compte de cette complexité. Le nombre de pages pour la réglementation de Bâle 1, de Bâle 2 et de Bâle 3. D'accord ? On est passé de 30 pages à 350 pages à 600 pages. Et évidemment, maîtriser ces 600 pages avec toutes ces clauses spécifiques, ces sous-cas, ces exceptions, ces exemptions, ça devient plus compliqué. Donc, c'est une façon comme une autre de rendre compte de cette complexité. Et elle augmente pas linéairement avec les pages, elle augmente de manière exponentielle avec les pages. Et puis, sans vouloir mesurer les choses en nombre de pages, ils mettent en évidence, vous l'avez vu dans les cours d'économie bancaire, Bâle 1, c'est 5 catégories de risques. Bon, alors, c'est vrai que les banques, justement, ont fait de l'arbitrage réglementaire entre ces différentes catégories de risques. Mais on en avait 5. Dans Bâle 2, on n'abandonne pas, mais on va mettre plus l'accent sur l'estimation des risques avec des modèles plus sophistiqués. Donc on est passé d'une approche qui était très simple, 5 modèles de risque en fonction des catégories de titres, à quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Bâle 3 a continué à aller dans ce sens. À mesure que la réglementation se complexifie, évidemment, les banques trouvent des échappatoires beaucoup plus facilement. D'autres auteurs, David Polk a fait cette infographie que je trouvais assez intéressant. La loi Dodd-Frank, c'est 22 296 pages publiées par les autorités fédérales. C'est 4500 meetings. Il s'est amusé il essaie de rendre compte de l'impossibilité aujourd'hui de maîtriser la régulation. 819 000 commentaires envoyés aux autorités et principalement de la part évidemment des lobbies bancaires. Donc l'idée aujourd'hui c'est de se dire en Europe comme aux États-Unis, comment on fait pour avoir une régulation qui soit moins en prise avec les lobbies. On peut imaginer d'interdire les lobbies, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'on a besoin aussi d'avoir des interlocuteurs, des praticiens avec qui échanger. En revanche, multiplier les études d'impact, multiplier les auditions, 120 éditions au Congrès, c'est prêter le flanc aux lobbies, parce que seuls les lobbies bancaires ont cette capacité et ont les moyens de publier ces rapports, d'envoyer ces courriers, de faire part de leurs commentaires. Donc, en Europe, on a vu notamment l'émergence de contre-lobbies. Finance Watch, c'est un bon exemple d'association qui, justement, essaye de proposer une expertise qui soit une expertise indépendante de l'expertise des banques. Mais vous imaginez bien que les moyens sont sans commune mesure. Donc, toute cette question autour des lobbies, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est un point important lorsqu'on discute d'évolution des systèmes financiers. Voilà. Pareil. Pour moi, il est important de bien dire que toutes ces réflexions-là, ce n'est pas des réflexions franco-françaises. On a des profs à Harvard qui publient dans leur Harvard Business Review et qui partagent ces inquiétudes. Finalement, la loi Dodd-Frank, elle ne serait pas tout complexe
la question, hein, je reprends la texto les propos de Ron Askenaz, donc publié en 2012, hein, comment créer une régulation sans qu'elle soit bien excessivement complexe, hein. C'est bien tout l'enjeu qui est posé aujourd'hui. Voilà. Et cette complexité, alors c'est une autre façon d'aborder les mêmes idées, hein, mais cette complexité, elle crée ce qu'on peut appeler un risque endogène, hein. Elle est elle-même créateur de risques par opposition au risque exogène, bien qui frappe les marchés financiers. Voilà, je m'arrête là, je vous laisse faire la pause.